Donc pour clôturer cette matinée, moi je vais vous parler du coup de la partie anesthésie-réanimation, du CAV complet, les spécificités et sur lequel il faut bien faire attention au bloc opératoire et en réanimation. Alors, je reviens rapidement sur les caractéristiques du CAV complet, mais notre ami cardiologue et chirurgien vous en a déjà pas mal parlé. Donc c'est une cardiopathie avec un shunt gauche-droit essentiellement à l'étage atrial et ventriculaire. On voit qu'il y a un shunt entre oreillette gauche et oreillette droite, entre ventricule gauche et ventricule droit, et même entre oreillette gauche et ventricule droit. Associé à ça, il y a plus ou moins des fuites au niveau de la VAV gauche et droite qu'il va falloir également prendre en charge. Et c'est des enfants qui vont avoir du coup en préopératoire de l'HTAP, à la fois précapillaire, lié à l'hyperdébit pulmonaire entraîné par le shunt, mais également éventuellement post-capillaire, lié à aux fuites, notamment au niveau de la VAV gauche. Donc tout ça est extrêmement important à prendre en compte parce que ça va conditionner le post-opératoire et c'est des enfants qui vont être sujets à faire de l'HTAP en post-opératoire et donc il va falloir prendre en charge et surveiller en gardant en tête toujours cette complication. Une chose également importante, c'est que ce CAV complet peut être associé à d'autres malformations. Et c'est pour ça que l'écho préopératoire va être extrêmement importante pour voir où est-ce qu'on se dirige. Donc ça peut être déséquilibré, mais ça peut être également associé à des lésions de Fallot avec une sténose pulmonaire qui, au final, sur cette cardiopathie, alors certes, le geste chirurgical va être un petit peu plus long, mais vu que les artères pulmonaires sont protégées par cette sténose pulmonaire, finalement, c'est des enfants qui, en post-opératoire, vont récupérer plus vite, vont être moins sujets à l'HTAP. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment avoir un diagnostic précis et détaillé et savoir si ce CAV complet est associé à d'autres cardiopathies. Alors, donc maintenant concernant le terrain. Donc la plupart des CAV complets, alors pas tous évidemment, mais sont associés à un terrain génétique particulier puisque la plupart du temps ce sont des enfants qui sont trisomiques. Et donc la trisomie va être associée à plusieurs comorbidités qu'il va falloir prendre en compte au bloc opératoire et en réanimation. Tout d'abord, la plupart du temps, ça va être des enfants qui potentiellement vont avoir une ventilation, une intubation difficile liée à des anomalies anatomiques, notamment le cou un petit peu court, la macroglossie, la micrognathissie, et souvent vont avoir des complications respiratoires post-op avec un stridor post-opératoire, un œdème laryngé et des risques d'hypoventilation liés à un syndrome obstructif. C'est des enfants également qui vont avoir un hypothyroïdisme congénital. Du coup, il faut vraiment faire attention à ça et bien penser à les supplémenter en hormones thyroïdiennes en post-opératoire. Et enfin, la plupart du temps, c'est des enfants qui vont avoir des abords veineux difficiles avec des positions qui sont anormales par rapport à l'anatomie standard. Et donc, alors maintenant, c'est la règle, mais voilà, encore plus chez les enfants, pensez à prendre l'échographie vasculaire pour aller repérer les axes vasculaires, même si actuellement, maintenant, c'est quasiment systématique sur toutes les poses de voies veineuses et de cathé artériel chez ces enfants. Donc voilà, comme je vous le signalais, donc toujours la supplémentaire et le thyroxine en post-opératoire, bien y penser et poser les cathéters sous échographie. Juste un petit encart là, avec cette étude là qui étudie effectivement les difficultés anesthésiques liées à la trisomie 21. Donc on peut voir quand même il y a des gros effectifs puisqu'il y a plus de 930 enfants avec une trisomie 21, donc c'est l'anesthésie, des complications reliées à l'anesthésie. Et on se rend compte que de manière significative, ces enfants sont plus sujets à faire des bradycardies, 3,7% versus 0,36, des stridors post-intubation et d'un syndrome obstructif. On voit sur cette étude que, au final, il n'y a pas forcément plus de difficultés d'intubation, mais à l'expérience, on se rend compte que des fois, avec voilà, leur grosse langue, leur cou court, ça peut être quand même difficile de les intuber, et du coup, il faut prévoir au bloc opératoire tout le matériel nécessaire pour une éventuelle intubation difficile. Alors, maintenant qu'on a évalué le préopératoire, comment ça se passe au niveau de l'induction anesthésique? Donc, l'induction anesthésique, un petit peu comme, donc, ça va être la même que pour toutes les cardiopathies avec un shunt gauche-droit. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir contrôler le shunt et éviter d'aggraver le shunt entre le ventricule gauche, enfin, entre le cœur gauche et le cœur droit. Donc, en contrôlant les résistances vasculaires systémiques, les résistances vasculaires pulmonaires et la fonction myocardique. Donc, ainsi, donc, essentiellement, en fait, on va agir sur les résistances vasculaires pulmonaires. Maintenant, voilà, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Donc,
ne pas les préoxygéner à 100% de FiO2, donc un petit peu comme pour le tongus, c'est-à-dire les préoxygéner à 30%, le temps d'avoir la voie veineuse périphérique, puis au moment de pousser le curare, augmenter un petit peu la FiO2 pour avoir un petit peu de réserve pour l'intubation et surtout bien penser à la baisser après. Surtout, voilà, pas les préoxygéner à 100%. En plus, les enfants où les axes vasculaires sont quand même des fois un petit peu compliqué d'avoir une voie veineuse périphérique. Si on ne fait pas attention à ça, on se retrouve avec des enfants qui sont préoxygénés à 100% pendant, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, voire un peu plus, et du coup qui déséquilibrent complètement leur montage, avec des risques de surcharge vasculaire pulmonaire, et ainsi une hypoperfusion systémique secondaire et une hypoperfusion coronaire. Excusez-moi. Donc, comme je vous le disais, attention à la préoxygénation à 100%, et donc éviter l'hyperventilation. Souvent, voilà, en plus, sur des enfants qui vont un petit peu désaturer, on va avoir tendance à hyperventiler, entraînant une hypocapnie, et du coup, on va diminuer pardon, la résistance vasculaire pulmonaire et aggraver le shunt entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Donc voilà, bien faire attention à ça et bien agir sur la résistance vasculaire pulmonaire. Alors ensuite, l'évaluation péropératoire, donc un peu comme toutes les cardiopathies, on va dire néonatales ou infantiles, l'évaluation va être multifactorielle. Tout d'abord au niveau hémodynamique, avec un monitorage systématique, donc par le CATA évidemment, l'ANIRS systématique qui va permettre de mesurer la perfusion cérébrale, notamment, et donc ça va être très intéressant. Et chez ces enfants qui vont être sujets à l'HTAP en post-opératoire, les monitorer avec un KTAP, donc SVO2. Donc, car voilà, effectivement, du fait de leur HTAP préopératoire lié à l'hyperdébit, ça va être des enfants qui vont avoir tendance à faire de la réactivité pulmonaire en post-opératoire. Et donc, la meilleure façon de le monitorer, c'est d'avoir un cathé dans cette artère pulmonaire qui va permettre d'évaluer les pressions et donc de pouvoir gérer cette augmentation des pressions au niveau pulmonaire avant qu'ils fassent réellement des crises d'HTAP. Associé à ça, on met également un KTOG, toujours pareil, pour mesurer les pressions dans l'oreillette gauche et mesurer la précharge du VG. Enfin, comme pour toute chirurgie, le TO systématique afin de rechercher des lésions résiduelles, donc notamment valvulaires, savoir s'il n'y a pas une fuite importante au niveau de la VAV gauche ou un rétrécissement qui peut avoir des conséquences post-opératoires qui peuvent gréver le post-opératoire avec une réanimation beaucoup plus longue, beaucoup plus compliquée, et voir également s'il y a un shunt résiduel à l'étage ventriculaire, à l'étage atrial. Et ça permet également d'évaluer évidemment la fonction biventriculaire et le besoin inotrope en fonction. L'hémostase, donc effectivement, comme disait M. Kretman, c'est un clampage qui va être long, une CEC longue, et donc ça va entraîner un saignement post-opératoire. Donc là, pareil, même tarif que pour les autres cardiopathies néonatales, une hémostase agressive avec tous les produits d'hémostase que l'on possède, et bien évidemment une hémostase chirurgicale extrêmement rigoureuse pour voilà, faire sortir le patient sans saignement, qu'on n'ait pas besoin de le reprendre dans les heures qui suivent, qui pourraient complètement le déstabiliser. Et enfin, dernier point important, il est important, alors dans toutes les chirurgies néonatales, mais notamment chez les enfants trisomiques 21 qui ont une inflammation qui est plus importante que chez les autres enfants, d'hémofiltrer ces enfants, donc à peu près 100 ml kg, donc ça c'est le perfusionniste qui fait ça, qui va permettre de diminuer donc l'inflammation. Donc c'est important d'hémofiltrer ces enfants, et encore plus les trisomiques 21 qui ont une création excessive d'interleukines et donc qui vont avoir des syndromes inflammatoires beaucoup plus importants que les enfants, on va dire, qui n'ont pas de trisomie 21. Donc, pour conclure, sur le sevrage de la CEC, KTAP systématique, ETO systématique et hémofiltration systématique également pour diminuer l'inflammation de ces enfants. Donc maintenant, quelles sont les complications post-opératoires? Donc elles peuvent être multiples. Donc elles peuvent être liées à la réparation. Donc toujours rechercher un shunt résiduel, donc une CIV. Donc ça, idéalement, c'est à l'ETO en péropératoire pour aller reclamper et aller fermer ce shunt résiduel. Il peut y avoir également des anomalies au niveau de la VAV gauche, un type de rétrécissement ou insuffisance. Donc là, j'ai mis mitral, c'est vrai que c'est un abus de langage, mais c'est au niveau de la VAV gauche. Et donc, ça, il faut voir un petit peu, donc évaluer au bloc opératoire, alors sachant qu'il y a des conditions de charge un petit peu particulières au bloc opératoire en sortie de CEC. Donc, savoir à l'ETO si c'est acceptable, et puis on verra un peu plus tard si jamais l'insuffisance ou le rétrécissement persiste et est trop important, ça peut amener quand même à une reprise chirurgicale dans les jours ou les semaines qui suivent l'intervention. Ensuite, ça va être des enfants qui vont être sujets très régulièrement à des troubles du rythme, enfin, à des blocs auriculo-ventriculaires liés à la chirurgie et liés à là où passe le chirurgien.
Et donc, de manière systématique, on les sort avec des électrodes atriales et ventriculaires et un pacemaker dès la sortie du bloc de réanimation, dès la sortie du bloc opératoire, qui est prêt à être branché en cas de bloc auriculo-ventriculaire. Comme pour toutes les chirurgies de ce type avec des clampages longs, il va y avoir une dysfonction ventriculaire gauche qui va être systématique, un certain nombre de badévie cardiaque post-opératoire systématique, il va falloir donc du coup gérer par des inotropes. Possibilité d'une dyspnée laryngée post-extubation, notamment chez les enfants trisomiques, on l'a vu un petit peu avant, donc il faudra être rigoureux là-dessus. Et enfin, l'HTAP, qui va être la principale complication en post-opératoire de ces enfants qu'on opère de CAV complet. Donc il va y avoir quelques redites par rapport au cours que je vous ai fait avant, mais parce que c'est tous les cours, en fait, il y a quand même de l'HTAP en post-opératoire. Donc, syndrome de badévie cardiaque, quels inotropes? Donc, vous avez déjà eu un cours, je pense, sur le syndrome de badévie cardiaque. Juste un petit rappel, on peut voir cette étude que, effectivement, sur le badévie cardiaque, en chirurgie cardiaque congénitale, on va utiliser essentiellement donc l'amilérinon, quasiment dans 100% des cas, associé, dans un cas sur deux, à l'adrénaline. Donc voilà. Et sur ces enfants qu'on opère de CAV complet, effectivement, on va associer systématiquement les deux en post-opératoire précoce avec normalement un surrage de l'adrénaline qui se fait dans les jours qui suivent et le chorotrope qu'on va laisser un petit peu plus pour aider avec son action inotrope et vasodilatatrice, très utile notamment sur l'HTAP. Le lévocimendant qu'on utilise, donc ça, cette étude, c'est pas uniquement sur les CAV complets, c'est sur la chirurgie cardiaque congénitale, on va dire tout venant. Donc le lévocimendant dont on peut se servir de temps en temps, 5% des cas. Donc là, ça va être vraiment sur des cas un petit peu particuliers avec des ventricules soit un petit peu limites, soit des petits poids. On va se servir de lévocimendant à l'induction anesthésique. Et enfin, quand est-ce qu'on les instaure? C'est au moment de la pause de CEC, quasiment systématiquement. Enfin, juste une dernière petite chose, et notamment chez les enfants qui auront une réaction inflammatoire même augmentée par rapport aux autres, on peut avoir besoin de manière temporaire d'utiliser la noradrénaline. En effet, si on se rend compte qu'à l'ETO, la fonction elle est bien, que la réparation est correcte, mais que les pressions restent basses, liées probablement à une vasoplégie, liée à l'inflammation péropératoire et à la CEC, on peut utiliser des doses de noradrénaline de manière temporaire en post-opératoire précoce, associée également à de l'hémisuccinate pour justement vasoconstricter un petit peu et garder des pressions un petit peu plus correctes qui vont également aussi permettre d'améliorer la perfusion rénale pour que ces enfants aient du reste conservé en post-opératoire. Donc possibilité, donc là on voit quasiment un cas sur deux, c'est pas forcément, on n'utilise pas forcément un cas sur deux dans le service, mais voilà, ne pas hésiter, si tous les autres paramètres à côté sont corrects, évidemment, s'il n'y a pas une dysfonction ventriculaire sévère, à utiliser des petites doses de noradrénaline en perfusion continue pour justement améliorer, vasoconstricter, parce que du coup ces pressions basses sont essentiellement liées à la vasoplégie post-CEC. Pour le monitorer, ce syndrome de badévie cardiaque, donc ça va être les lactates, en effet, donc faire des gaz du sang réguliers pour monitorer les lactates. Ainsi, si on voit que les lactates continuent de monter malgré des doses croissantes d'inotropes, il faut peut-être commencer à réfléchir à passer à l'étape supérieure, à aller rouvrir le sternum ou, si ça ne suffit pas, aller poser une écho. La SVO2 est également importante. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les NIRS ne s'en servent que dans 25% des cas. Je pense que vraiment la NIRS c'est un excellent moyen de monitoring. Alors, d'une part de la perfusion cérébrale, de la perfusion tissulaire en oxygène au niveau cérébral et au niveau systémique, au niveau rénal. Et ça va également être un bon monitoring du débit cardiaque, comme vous allez le voir dans les diapos suivantes. Donc maintenant qu'on a parlé du début de la dysfonction VG et du syndrome de bas débit cardiaque, quelques mots sur l'HTAP. Donc effectivement, c'est encore un petit peu d'érudite. Donc l'HTAP réactionnelle, ce qui est important, c'est qu'elle n'est pas immédiate. Souvent, on va être au bloc opératoire, on va avoir des pressions, on pose le KTAP, on va avoir des pressions à peu près à 30-40% des systémiques. On est content, il arrive en réanimation, et c'est en réanimation, H+5, H+6, que l'HTAP va se détecter. Donc elle va être liée à la CEC. Il y a un déséquilibre du rapport entre le NO endogène qui est diminué et l'indétoline qui est stable, lié à la stimulation sympathique. Et ça, c'est extrêmement important, c'est que la plupart du temps, ça va être diagnostiqué, détecté au réveil. Donc, il faut que ces enfants soient réveillés de manière extrêmement progressive. Ce n'est pas des enfants que l'on va essayer d'extuber dans les 2 heures qui suivent l'intervention. Voilà, le réveil doit être progressif car toutes les stimulations douloureuses, les aspirations trachéales, peuvent entraîner une stimulation sympathique et déclencher des crises d'HTAP. Et enfin, tout ce qui augmente les résistances vasculaires pulmonaires, type hypercapnie, l'acidose, l'hypoxie, peut également déclencher des crises d'HTAP. Donc, c'est des enfants qu'on va devoir monitorer très régulièrement avec des gazométries pour justement rester à l'équilibre, pas être, et notamment pas avoir d'acidose respiratoire
qui peuvent faciliter les crises d'HTAP. Donc voilà, vous imaginez un enfant qui est un petit peu acide, un petit peu hypercapnique, qu'on aspire, ça lui fait mal. Et là, vous avez tous les ingrédients réunis pour qu'il fasse une nouvelle crise d'HTAP. Donc faire attention et être très rigoureux par rapport à ça. Donc comme je vous disais avant, les monitorer de manière systématique avec un KTAS-VO2 et avoir le NO inhalé prêt dans le box de réanimation, prêt à être branché dès que les pressions dépassent, on va dire, dès que les pressions artérielles pulmonaires dépassent 50% des pressions artérielles systémiques pendant les phases de réveil, on va instiller le NO parce qu'on sait que c'est des enfants qui vont faire de l'HTAP en post-opératoire. Quelque chose d'assez intéressant. Donc là, on peut voir un moniteur de SVO2, tout ce qu'il y a de plus standard, avec une SVO2 qui est plutôt stable. Et là, c'est au niveau des aspirations trachéales. On se rend compte que la SVO2 chute drastiquement. Et voilà, donc là, la SVO2 chute. Finalement, à ce moment-là, on le recédate, voire on le recurarise, on le met à 100% des FiO2, et ça remonte. Et la nouvelle aspiration, une nouvelle crise d'HTAP. Pourquoi je vous montre cette diapo, c'est que chez cet enfant, on avait un moniteur de NIRS qui était juste au-dessus. On se rend compte que la courbe de NIRS suit exactement la courbe de SVO2. Donc, si vous n'avez pas de monitoring de la SVO2 et, et de la pression pulmonaire, mettez une NIRS parce que ça peut également être un excellent indicateur, cette fois-ci non invasif, parce que c'est juste des électrodes que l'on pose au niveau du front et du rein du patient. Et ça peut être également un excellent moniteur du débit cardiaque et de ses crises d'HTAP. Donc, NIRS systématique. Donc là, on reprend un petit peu la diapo que je vous avais montrée hier pour la prise en charge de l'HTAP. Donc la première chose importante, c'est toujours rechercher un shunt résiduel avant d'aller mettre des traitements vasodilatateurs pulmonaires qui vont aggraver le shunt s'il existe. Le monitoring, la levée de la sédation extrêmement progressive et toutes les thérapeutiques vasodilatatrices pulmonaires type NO inhalé en relais avec du sildenafil, plus ou moins du traclyr, voire des aérosols d'iloprost si besoin. Et les inotropes, c'est tous les inotropes qui vont diminuer, qui vont être inodilatateurs, type milrinone et lévosimendan. Donc c'est cette courbe que je vous avais montrée hier, avec la courbe de SVO2 qui chute drastiquement aux aspirations trachéales et qui se normalise au fur et à mesure une fois que le NO est instillé depuis plusieurs jours. Et à ce moment-là, on pourra envisager un réveil et une extubation. Alors, quelles vont être maintenant les autres complications? On a parlé des complications les plus fréquentes et les plus importantes. Donc, tout d'abord, il va y avoir le BEV. Comment on va le traiter? En posant des électrodes auriculaires et ventriculaires, avec un pacemaker directement sur le lit dès la sortie de bloc opératoire. Et si le BAV persiste, il faudra évidemment les appareiller de manière continue en post-opératoire. Les lésions résiduelles, donc rétrécissement ou insuffisance au niveau de la VAV gauche, un shunt résiduel. Donc pour ça, une ETO systématique et bien recontrôler l'écho en post-opératoire si jamais on se rend compte qu'on a du mal à avancer chez ces patients. Donc, chez les enfants trisomiques, la dyspnée laryngée post-extubation est extrêmement fréquente. Et donc, à ce moment-là, c'est des enfants qu'il faut faire des cures de corticoïdes avant l'extubation, associées à des aérosols d'adrénaline en systématique, pour limiter au maximum la dyspnée laryngée. Donc là, c'est, on va dire, des complications un peu plus standards, hein, pas spécifiques au CAV complet, mais voilà, c'est des enfants qui peuvent saigner, qui peuvent tamponner. Donc, c'est extrêmement important de traire les drains de manière très régulière, notamment à l'arrivée en réanimation, où les drains n'ont pas été en aspiration depuis plusieurs minutes liées au transfert du patient du bloc opératoire en réanimation. Et au moindre doute, à la moindre déstabilisation, réaliser une échographie cardiaque. Et enfin, les troubles pulmonaires type atélectasie, troubles de ventilation, pneumopathie. Et donc, c'est des enfants qu'il va falloir extrêmement. Donc, il leur faut de la kiné respiratoire de manière quotidienne, voire pluriquotidienne. Et au moindre doute d'infection, notamment chez les enfants trisomiques 21, ne pas hésiter à enclencher une antibiothérapie probabiliste, si hyperthermie, après prélèvement, évidemment. Ensuite, pour vous parler de l'évolution en réanimation. Donc l'évaluation va être multifactorielle en fonction des pressions dans les artères pulmonaires, de l'écho, de la troponine, de la SVO2. Le but du jeu, c'est à la fin d'arriver à cet encart qui est à gauche. C'est-à-dire que en post-opératoire immédiat, on évalue, on se rend compte que les PAP sont basses, que la SVO2 est stable, que la fonction biventriculaire est excellente et que la valve, que la VAV gauche n'est ni fuyante ni n'est pas le siège d'un gradient. À ce moment-là, tous les voyants sont ouverts et on peut envisager un réveil et une extubation rapide. Donc ça, c'est le patient, l'enfant idéal. Ensuite, ce n'est pas tout le temps le cas. Si on se rend compte que les PAP sont élevés, mais que la SVO2 reste stable, c'est-à-dire que le débit cardiaque, il n'y a pas vraiment de chute drastique de SVO2, qu'il n'y a pas de crise d'HTAP, à ce moment-là, on lance un traitement vasodilatateur pulmonaire, donc type NO, relié quasiment systématiquement par du sildenafil,
Et au final, on commence à le réveiller. Si on voit qu'il fait des crises d'HTAP, on le laisse un petit peu endormi. Si on voit que, avec ce traitement vasodilatateur pulmonaire, les pressions artérielles pulmonaires baissent, le réveil est bien toléré, les aspirations sont bien tolérées, on arrive de nouveau sur la case gauche, à gauche, et on va pouvoir le réveiller, l'extuber. Troisième possibilité, c'est des enfants où ils font beaucoup d'HTAP en post-opératoire, avec beaucoup de crises, à la moindre stimulation douloureuse, au moindre réveil. Donc, c'est des patients qu'il va falloir maintenir sédatés, plus ou moins curarisés, le temps voilà, que la circulation pulmonaire, que l'endothélium pulmonaire s'adapte et qu'il fasse que les traitements vasodilatateurs pulmonaires soient installés jusqu'à ce que voilà, les crises HTAP soient moins importantes, déstabilisent moins l'enfant, qu'il n'y ait plus de crise HTAP pour enfin envisager sereinement un réveil et une extubation. Les deuxièmes anomalies qui peuvent engendrer des difficultés au niveau du post-opératoire, c'est les anomalies au niveau de la VAV, donc type rétrécissement, où là, on va essayer de les traiter avec des vasodilatateurs systémiques pour diminuer un petit peu, diminuer la posture du ventricule et éviter la régurgitation au niveau de la VAV gauche, ou l'insuffisance mitrale. Et ça, chez ces enfants-là, si on se rend compte que le gradient est trop important, ou si l'insuffisance est trop importante, ça peut être des enfants qu'il va falloir reprendre parce que c'est des enfants, dès qu'on les réveille, dès qu'on les stimule, vont augmenter leur gradient, augmenter leur insuffisance mitrale, et donc très mal le tolérer, donc soit à type d'OAP. Donc voilà, c'est des enfants probablement qu'il faudra, si c'est très mal toléré au niveau des oreilles, qu'on n'arrive pas à extuber, qu'il faudra reprendre, mais c'est des chirurgies qui sont quand même assez compliquées d'aller réparer de nouveau des valves à ce poids, à cet âge-là. Ainsi, en pratique, donc, petite diapo récapitulative. Donc, en préopératoire, donc, c'est des enfants qu'on opère en général vers l'âge de 3-4 mois, avant que l'HTAP lié à l'hyperdébit pulmonaire soit installé et soit fixé. Et donc, ces enfants, la plupart du temps, qui sont trisomiques 21, avec tout ce que cela comporte, donc l'hypothyroïdisme congénital, les difficultés d'intubation, le stridor laryngé post-extubation. Donc, c'est des enfants voilà, qui peuvent avoir des complications respiratoires assez régulièrement et qu'il va falloir du coup prendre en charge. En péropératoire, le contrôle du shunt gauche-droit jusqu'au départ en CEC, le monitorage avec un KTSVO2 et un KTAPSVO2 pardon, et un KTOG, un support inotrope systématique en association de l'adrénaline et de l'amylrinone et une hémostase agressive. Et enfin, en réanimation, être extrêmement vigilant sur l'HTAP, parce que c'est des enfants qui font énormément d'HTAP en post-opératoire, avoir on va dire, toutes les thérapeutiques disponibles rapidement pour lutter contre cet HTAP. Donc, ne pas, c'est voilà, c'est aller tranquillement sur le sevrage ventilatoire, sur le réveil, éviter la stimulation douloureuse. Et encore plus que ça, il y a des difficultés de sevrage respiratoire liées à la trisomie 21. Donc voilà, c'est des enfants qui vont quand même avoir un séjour en réanimation qui peut être assez long, lié à toutes ces problématiques. Voilà, je vous remercie.